Vous êtes sur TV5 Monde, 64 minutes, c'est l'actualité autour du monde et en français. À la une ce mardi, le sport français en deuil après l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 10 personnes en Argentine sur le tournage d'une émission de télé-réalité de TF1. La navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine font partie des victimes. Des enquêteurs français sont attendus sur place ces prochaines heures. Il est connu pour ses positions extrémistes. En pleine campagne électorale, le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, vient de franchir un nouveau cap. Il veut, je cite, décapiter à la hache les Arabes israéliens infidèles à la patrie. Et puis au Mali, les services de sécurité annoncent avoir découvert un camp d'entraînement djihadiste dans la périphérie de Bamako, quelques jours seulement avant l'attaque qui a coûté la vie à 5 personnes dans un restaurant de Bamako. Un lien avec cette attaque n'est pas exclu, déclarent ce soir les autorités maliennes. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. On vous l'annonçait dès hier, 750 chars et véhicules blindés ainsi que 3000 militaires américains se déploient depuis hier en Lettonie et dans les deux autres États baltes. Des manœuvres qui ne sont pas du goût de la Russie. Faut-il parler d'un tournant guerrier alors que le conflit ukrainien se poursuit? Deux grands témoins avec nous pour en parler. Yves Boyer, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, professeur de relations internationales à Polytechnique. Avec nous également en direct de Strasbourg, en France, Sandra Cagnete. Merci également d'être avec nous. Vous êtes députée européenne. Vous avez été ministre des Affaires étrangères de la Lettonie. Sandra Cagnete, c'était le 3 mars, au début du mois. Vous prenez l'avion pour vous rendre aux obsèques de l'opposant assassiné, Boris Nemtsov. À l'aéroport de Moscou, vous êtes refoulé par les autorités russes. Pourquoi avez-vous été expulsé ? C'est vrai, en 3 mars, je me suis rendue à Moscou pour témoigner mes respects à Boris Nemtsov. Quand j'ai traversé la frontière russe, contrôle frontalière a privé mon passeport et demandé que j'attends. Après plusieurs heures, enfin, on m'a annoncé que je suis refusée l'entrée à la Russie selon des codes de loi. Paragraphe 27, prime. Je demandais de m'expliquer le contenu de ce paragraphe, mais il ne savait pas. Donc après, j'ai appris que c'est le paragraphe qu'une personne qui représente danger pour la capacité de défense et sécurité d'État, ainsi que danger pour ordre public, général public et santé peuvent être refuser l'entrée à la Russie. Alors à votre retour, Madame la députée, vous avez déclaré ceci: je suis fier d'avoir été traité d'ennemi de la Russie. Ce sont des mots très forts, ça en dit long sur le climat. Il est détérioré à ce point-là ? En principe, oui, parce que moi, je suis membre du Parlement européen. J'étais privée de mon passeport pendant 15 heures en Russie, qui est complètement illégal. En plus, j'étais refusé, ça m'était refusé de rendre un geste humain à Boris Nemtsov, dont je respecte beaucoup, et je ne pense pas que c'est une expression trop forte pour décrire ce qui m'est arrivé. Ma position toujours était très claire sur l'annexation de Crimée, ainsi que sur le soutien que la Russie fait aux terroristes séparatistes à l'est de l'Ukraine, ainsi que je suis profondément convaincue que chaque pays, y compris l'Ukraine, a le droit de choisir sa future ainsi que ses alliés. Alors on va y revenir, Madame la députée, Sandra Cagnete. Je me tourne vers vous, Yves Boyer. Je le disais, un déploiement militaire dans la région, dans les États baltes notamment, déploiement militaire américain. C'est un tournant guerrier pour vous ?
Non, c'est pas un tournant guerrier. Il s'agit de 3000 hommes. C'est certes important. Ces 3000 hommes qui sont déployés dans les pays baltes de telle façon que ça rassure. Et il faut rassurer nos amis et alliés baltes en leur disant l'Alliance, l'Union européenne est avec eux et ne laissera pas les Russes jouer avec la sécurité de ces 3 pays. Dire que ça va au-delà, non. Pourquoi ça va pas au-delà ? Parce que on est quand même en présence avec les Américains et les Russes de 2 puissances nucléaires. Et 2 puissances nucléaires, c'est quelque chose de très grave lorsqu'elles sont face à face. On l'a vu durant toute la guerre froide, on a évité une ascension aux extrêmes. Et ce que je redoute, c'est qu'à l'occasion de cette crise ukrainienne, il y ait des faux pas qui soient commis et par Kiev et par les gens du Donbass, qui, à mon avis, Madame le député, ne sont pas nécessairement des terroristes, mais qui aient des gestes mal compris et qu'il y ait un enchaînement d'événements qui aboutissent à une confrontation. Et une confrontation avec la Russie, ça pose immédiatement la question du nucléaire. Donc il ne s'agit pas de capituler devant les Russes, simplement, il s'agit de prendre en compte cette dimension très réaliste, très réelle. Nous sommes avec des acteurs nucléaires, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Mais en dehors de la dimension nucléaire, est-ce que la crainte de ces États baltes et d'une partie des populations civiles, est-ce qu'elle est justifiée ? Est-ce que vous diriez, vous l'expert, que Vladimir Poutine a des velléités expansionnistes, comme le lui reprochent ses détracteurs ? Alors écoutez, suivant que vous êtes un détracteur de Poutine, vous allez dire qu'il a des velléités à l'encontre des pays baltes. Si vous êtes un observateur qui n'a pas de prévention ni pour ni contre la Russie, on voit mal l'objectif des Russes à l'égard des pays baltes. Ce sont des pays membres de l'Union européenne, membres de l'OTAN. Les dirigeants russes le savent très bien. Et je pense qu'ils savent très bien que s'en prendre aux pays baltes, c'est déclencher précisément cette séquence d'événements que je viens de décrire. Alors, crainte justifiée ou non, ce ne sont sûrement pas les propos de Vladimir Poutine sur la Crimée qui vont apaiser les choses. Regardez ces images, elles sont commentées par Philippe Randriana-Rimanan. Plus qu'un aveu, c'est un choix politique dont 1 an après Vladimir Poutine se flatte, dans ce documentaire exclusif, apparaît sur la première chaîne publique de Russie, Crimée, en route vers la patrie. J'ai invité au Kremlin les chefs de nos services spéciaux et du ministère de la Défense. Et je leur ai donné pour mission de sauver le président Yanukovych, sinon il aurait été éliminé. En nous quittant, j'ai dit à tous mes collaborateurs, nous devons commencer l'opération du retour de la Crimée au sein de la Russie. Aujourd'hui, le pouvoir à Simferopol peut célébrer son premier anniversaire aux couleurs de la Russie, grâce à ces commandos russes camouflés qui ont pris le contrôle du Parlement local. Opération parachevée par le référendum du 16 mars. On a gagné! Et le lendemain, le décret d'annexion du Kremlin. Ici, pas de guerre, mais avec les sanctions occidentales, sous embargo et privées d'investissement, difficile de tenir les promesses d'un avenir radieux. Les profiteurs ont un peu plus peur maintenant. C'est le bon côté des choses. Mais en ce qui concerne notre vie, nous souffrons et les prix sont en hausse. C'est grave. Désormais, la Russie impose sa loi. Coup dur pour les libertés publiques. D'abord, je dois mentionner les limitations au droit de manifester avec l'introduction d'une série d'obstacles, voire pour certains groupes ou représentants, l'interdiction d'organiser des manifestations. Personne n'est prêt à se battre pour la Crimée, car en vertu des accords de Minsk pour mettre fin à la guerre à l'est de l'Ukraine, la presqu'île de la mer Noire est abandonnée à son sort. Sandra Kalniete en direct de Strasbourg. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, ex-ministre des Affaires étrangères de la Lettonie. Alors on vient de l'entendre, Vladimir Poutine, le président russe, assume l'annexion de la Crimée. C'était il y a un peu plus d'1 an. Le temps n'est-il pas venu pour l'Union européenne, pour les États-Unis, de s'asseoir à la table des négociations avec le chef du Kremlin ? Et on va négocier sur quoi exactement? Sur une nouvelle Yalta 2, sur un nouvel partage de l'Europe dans les zones d'influence? Mais on voit très bien que la confrontation, elle amène inexorablement à l'annexion de la Crimée, à l'autonomisation et à la fédéralisation de l'Ukraine, et que l'Ukraine, en tous les cas, ce qui était à l'époque le soulèvement de Maïdan, disparaît peu à peu.
l'Ukraine n'est pas seule, parce que l'Union européenne est derrière l'Ukraine. Nous avons signé le traité d'association et c'est très important que l'Ukraine reçoive tout notre soutien financier, administratif et institutionnel pour renforcer l'Ukraine dans sa détermination de changer sa vie et devenir un pays où le peuple vive selon les standards européens, avec droits de l'homme garantis, avec une prospérité. Le fait que la Russie n'accepte pas ce choix du peuple ukrainien Pardonnez-moi, Madame la députée, vous dites le peuple ukrainien, tout à l'heure vous disiez terroriste, il y a aussi des habitants du Donbass, de cette région, qui veulent plus se tourner vers la Russie, avec lesquels ils ont des liens historiques, et pas forcément vers l'Europe. Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce qu'il faut aussi les entendre? Quand j'ai utilisé le terme terroriste, j'ai parlé de ces gens qui, avec armes qui étaient fournies par la Russie de façon avec violence, essayer de séparer cette région du reste de l'Ukraine. Je ne parle pas de ceux qui ont une différence d'opinion et qui peuvent par les moyens légaux s'exprimer dans sa position. Alors Madame la députée, vous disiez tout à l'heure, pardonnez-moi de vous couper, je disais c'est important, vous disiez que va-t-on négocier justement, Yves Boyer, la députée européenne n'a pas tort, que va-t-on négocier? Au fond, on n'arrive plus à très bien comprendre, y compris nous, les journalistes, que peut-on négocier aujourd'hui entre d'un côté les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou et puis de l'autre côté le président Porochenko soutenu par l'Europe et les États-Unis? Oui, enfin le président Porochenko il est soutenu par l'Union européenne, mais la situation en Ukraine ne cesse de se dégrader. La monnaie ukrainienne est en chute libre, le commerce extérieur n'existe plus, la banqueroute menace, un certain nombre de banques sont en faillite, la situation sociale est catastrophique. Du côté du Donbass, les Ukrainiens de Kiev ont coupé les ponts, si j'ose dire. Donc la négociation, c'est aussi de peser sur Kiev pour que Kiev ait une attitude plus constructive à l'égard du Donbass. Ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qui s'est fait, mais d'avoir une attitude plus constructive. De la même façon... Est-ce que c'est l'attitude plus constructive? Oui, mais plus constructif, c'est-à-dire qu'à Kiev, Madame la députée, vous le savez mieux que moi, on a quand même un pouvoir qui est un petit peu éparpillé. On a Yatsenyuk, on a Poroshenko, on a les commandants de bataillon qui font un petit peu ce qu'ils veulent, on a les oligarques qui sont toujours extrêmement puissants. Ça veut dire quoi? Il y a un double discours aussi qu'on reproche à Vladimir Poutine côté ukrainien? Je pense que du côté ukrainien, c'est pas un double discours, c'est plutôt un discours complètement erratique, avec énormément de mensonges. Et là, je voudrais insister sur la dimension militaire de cette affaire-là. Tous les jours, du côté de Kiev, on nous dit les chars russes arrivent. Je peux vous certifier que du côté français, on a des renseignements nationaux qui montrent que la situation n'est pas aussi simple que cela. Donc je pense que du côté du Parlement européen, des autorités de Bruxelles, il conviendrait aussi de peser sur les autorités de Kiev pour que celles-ci adoptent une politique, une diplomatie ou une attitude beaucoup plus constructive. Alors justement, vous parlez de diplomatie, on va terminer avec vous, Sandra Cagnete, après les accords de Minsk II que vous avez évoqués. Que peut faire l'Europe, que peut faire le Parlement européen et vous donc les députés? Le plus important maintenant que l'accord de Minsk se tient, que la Russie ainsi que l'Ukraine remplissent les conditions dont ils ont signé cet accord. Poroshenko a annoncé que l'Ukraine commence to withdraw its heavy arms. La même chose doit être faite par des terroristes du Donetsk et Luhansk. Le retrait donc des armes lourdes. Merci beaucoup Sandra Cagnete, députée européenne, ex-ministre des Affaires étrangères de la Lettonie. Merci à vous Yves Boyer, directeur adjoint de la Fondation stratégique et professeur donc de relations internationales à Polytechnique. Merci à tous les deux.